Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Voici tout de suite l'essentiel de l'actualité. Les analystes politiques estiment que si la République démocratique du Congo persiste à ne pas respecter ses engagements pris dans le cadre des accords de paix de Washington, les médiateurs devraient prendre des décisions incluant des sanctions. C'est pourquoi le 12 et 13 août, des représentants des deux pays se sont de nouveau rencontrés à Genève, en Suisse, afin d'examiner les mesures prises pour la mise en œuvre de ces accords, suivant l'analyse du politologue et analyste Tite Gatabazi. Sur les épaules du président Tshisekedi, elle est double. Il y en a qui poussent pour dire qu'il faut neutraliser, il y en a d'autres qui poussent pour dire surtout pas. Parce que les FDLR constituent un fonds de commerce politique pour des groupes, pour deux États de la région. Et d'autres qui ne sont pas cités, mais on voit bien la main de la Belgique, on voit bien parfois des déclarations qui sont contraires et qui vident l'accord de Washington de sa substance. Oui, octobre, Kinshasa devra déposer le calendrier de faisabilité. Octobre, Kinshasa n'aura plus de prétexte. Si jamais ça ne se passait pas comme ça, dans le groupe de contact, on a quand même 3 grandes nations qui sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui ont un droit de veto et qui ont la capacité de poser des sanctions contre le gouvernement congolais. Et donc oui, il faut s'attendre à ce que si d'ici octobre, en tout cas la prochaine réunion, il n'y a pas d'avancée, il y a toujours des manœuvres dilatoires, il y a des manœuvres de diversion, on devra acter la mauvaise foi de Kinshasa, oui, et en tirer les conséquences. Vendredi, dans la soirée, une rencontre des parents dénommée Famille et Parentalité a été organisée par la Fédération internationale des entraîneurs, International Coaching Federation, en vue d'échanger et d'aider les parents à mieux comprendre le jeune. Suivez ce reportage. Ce moment d'échange, de partage et de réflexion pour mieux comprendre, soutenir et trouver ensemble des pistes pour le jeune a été organisé par l'IECF, International Coaching Federation, la Fédération internationale des entraîneurs, qui a invité 3 psychologues suisses, Madame Francine Ferguson, psychologue et psychothérapeute, Madame Mireille Delez, psychologue et psychothérapeute, et Dr Patana Molisanze, psychiatre et psychothérapeute. Cette rencontre intervient après d'autres rencontres organisées avec des parents en vue d'écouter les difficultés auxquelles ils font face en tant que parents dans l'éducation de leurs enfants, adolescents et jeunes adultes. Alors, l'idée de cette rencontre sur la famille et parentalité est venue de rencontres précédentes que j'ai eues avec des familles ici, mais aussi des expériences que je tire du travail clinique de mes collègues d'ici qui me parlent des familles, qui me parlent des couples, qui me parlent des enfants en souffrance et qui auraient besoin d'un éclairage sur ces thèmes-là. Donc, j'ai profité de ma présence ici avec mes collègues qui viennent de Suisse, qui sont spécialistes dans les thérapies familiales de couple, mais également des maltraitances et des traumatismes, pour échanger avec des personnes concernées, ça veut dire les parents principalement, qui se posent beaucoup de questions sur comment comprendre, comment échanger, comment communiquer avec nos enfants, nos adolescents, nos jeunes adultes, et qui font face à beaucoup de défis dans ce sens. Plusieurs scénarios ont été imaginés avant de lancer les débats, notamment de cas des personnes mariées ayant des enfants, mais n'ayant pas les mêmes valeurs entre époux, en se posant la question de savoir quelle éducation pour leurs enfants. De cas des enfants représentant un état d'allure dépressif avec consommation de drogue ont été aussi évoqués. Des parents déçus, fâchés et ne comprenant pas les comportements de jeunes, car ces derniers estiment avoir tout fait ce qu'il faut pour leur éducation. À l'heure du numérique, les parents ont du mal de plus en plus à comprendre leurs enfants et ces derniers trouvent
leurs parents d'une autre époque, le cycle interminable des conflits des générations. Oui, alors moi, ce qui m'a semblé, c'est que déjà les questions que se posent les parents rwandais sont aussi les questions que se posent les parents suisses. Et qu'aujourd'hui, effectivement, ce défi du numérique amène une mondialisation de la problématique. Peut-être qu'avant le numérique, les questions étaient peut-être plus culturellement codifiées et qu'aujourd'hui, les jeunes accédant au même contenu sur les réseaux sociaux, eh bien, les questions qui sont posées par les parents me semblent être vraiment mondiales et atteindre un autre territoire. Avant, on était dans le physique et là, on est dans le numérique, dans le virtuel. Et j'ai l'impression que c'est ça un des grands enjeux, c'est comment cette génération-là, qui est moins connectée que les plus jeunes, comment cette génération-là peut rencontrer ce territoire du virtuel et comment ils pourront trouver là-dedans des pistes, des solutions en échangeant avec leurs enfants, qui pourraient leur faire découvrir d'ailleurs ce territoire numérique que les parents connaissent peu. Famille et parentalité. Quelle éducation pour nos jeunes a été organisée par la Fédération internationale des entraîneurs, International Coaching Federation, avec le coach international Passa Mwenenganuche, envie d'échanger et d'aider les parents à mieux comprendre le jeune. Au Rwanda, le ministère de la Santé prépare le développement de services spécialisés dans la prise en charge des personnes âgées. Appelée gériatrie, cette discipline vise à mieux prévenir et traiter les maladies liées au vieillissement. Solange Omurerwa nous fait le point. Au centre hospitalier universitaire de Kigali, le CHUK, environ 800 patients sont reçus chaque jour en consultation externe. Parmi eux, de nombreuses personnes âgées souffrent notamment d'hypertension, de diabète ou encore de maladies liées aux os et aux articulations. La question de la prise en charge spécialisée des personnes âgées avait récemment été soulevée au Parlement par le sénateur Muranga Alphonse. En réponse, le ministre de la Santé, Dr Sabin Sanzimana, a annoncé la mise en place progressive de services de gériatrie dans le pays. Selon lui, les médecins rwandais sont déjà formés dans cette spécialité et pourront à leur tour contribuer à former d'autres professionnels de santé. Vieillir n'est pas un problème. C'est une étape nécessaire de la vie. C'est pourquoi nous avons commencé à préparer les services dont ces personnes âgées auront besoin. Vous verrez désormais aussi des services de gériatrie destinés aux personnes âgées de 60 ans et plus. Nous avons déjà commencé à former des gériatres afin que nous ayons des personnes âgées mais en bonne santé. Le docteur Léopard Bitunga, spécialiste des maladies liées au vieillissement, souligne pour sa part l'importance de prévenir les maladies dès le plus jeune âge, notamment en adoptant une bonne alimentation, en évitant l'excès d'alcool et en se faisant régulièrement dépister. D'après les données du 5e recensement général de la population et de l'habitat, le Rwanda compte plus de 900 000 personnes âgées de plus de 60 ans. Avec le développement de la gériatrie, le pays entend ainsi mieux répondre aux besoins de cette population et permettre aux personnes âgées de rester en bonne santé et de continuer à jouer pleinement leur rôle dans la société. Au Rwanda, la modernisation du secteur minier commence à porter ses fruits. À Kigali, dans le quartier des Nyarugenge, la société Gamiko, spécialisée dans l'exploitation de la cassitérite, affirme avoir presque multiplié par 6 sa production annuelle au cours des 6 dernières années. La production est passée d'environ 60 tonnes à près de 350 tonnes par an, grâce notamment à l'introduction des nouvelles technologies et d'équipements modernes. Les détails avec Solange Umuregwa. À 77 ans, Venant Murenzi, ancien mineur, est un témoin de cette transformation. Il a commencé à travailler dans les mines en 1965, à une époque où les conditions de travail étaient particulièrement difficiles. À l'époque, il était très difficile d'obtenir une bonne production. Nous utilisions des outils rudimentaires et travaillions courbés. Aujourd'hui, plus personne n'a besoin de rester courbé au point de se faire mal au dos ou à la poitrine. La technologie est arrivée et le travail est devenu beaucoup plus facile.
Aujourd'hui, les machines permettent de traiter plus rapidement le minerai et de récupérer une partie des ressources qui étaient autrefois perdues. Selon Ivo Dimena, directeur de Gamico, la production est passée d'environ 5 tonnes par mois à près de 30 tonnes. Les nouvelles galeries atteignent déjà plusieurs dizaines de mètres de profondeur, tandis que l'entreprise prépare des ouvrages pouvant aller jusqu'à 400 mètres. Certains gisements devraient ainsi permettre une exploitation sur plusieurs décennies. Pour le professeur Rwabuhungu Rwatangabo Digne, expert en exploitation minière à l'Université du Rwanda, cette évolution est conforme aux nouvelles méthodes d'exploitation enseignées aux futurs professionnels du secteur. C'est une très bonne approche pour le secteur minier. Il s'agit de passer de l'exploitation traditionnelle à une exploitation moderne, tout en renforçant les compétences des travailleurs et les investissements du propriétaire de la mine, afin de professionnaliser le secteur et de privilégier l'emploi des Rwandais. En 2025, le secteur minier a généré plus de 130 milliards de francs rwandais en recettes fiscales. Dans le cadre du deuxième plan national de transformation, le Rwanda ambitionne désormais de porter les revenus annuels du secteur à 2,17 milliards de dollars américains d'ici 2029. La modernisation des mines apparaît ainsi comme un levier important pour accroître la production, améliorer les conditions de travail et renforcer la contribution du secteur à l'économie nationale. L'Organisation internationale de lutte contre la corruption et l'injustice salue le progrès réalisé par le Rwanda dans la bonne gestion du budget, tout en appelant à renforcer la participation des citoyens à son élaboration et à son utilisation. Cette appréciation intervient alors qu'une organisation internationale spécialisée dans l'évaluation de la transparence budgétaire a classé le Rwanda deuxième parmi les pays d'Afrique de l'Est et a enregistré les meilleures performances dans la gestion budgétaire en 2025. Le détail avec Solange Mureru. Cette étude, réalisée tous les 2 ans, montre une progression constante du Rwanda en matière de transparence budgétaire. En 3 éditions, le pays est passé de 45% en 2021 à 55% aujourd'hui pour ce qui est de l'ouverture et de la transparence dans la préparation et l'exécution du budget. La docteure Antonia Stracci, conseillère en fiscalité et en économie publique au sein de la communauté d'Afrique de l'Est, basée à l'ambassade du Royaume-Uni au Rwanda, salue cette progression. La principale conclusion des recherches menées précédemment sur l'utilisation du budget au Rwanda est qu'elle a continué à s'améliorer de manière constante et durable. Et lorsqu'on compare le Rwanda aux autres pays de la région, on constate qu'il enregistre des progrès significatifs. C'est véritablement une évolution qui mérite d'être saluée et nous sommes fiers du travail accompli par le gouvernement, le ministre des Finances et de la Planification économique, l'Office de l'auditeur général des finances de l'État, aussi que par tous les autres acteurs qui ont contribué à l'obtention de résultats aussi encourageants. Même constant du côté de Mupigani Apollinaire, directeur exécutif de l'Organisation de lutte contre la corruption et l'injustice, section Rwanda. Il y reconnaît les progrès réalisés par le pays, mais estime que la participation des citoyens dans les décisions budgétaires doit encore être renforcée. Pour les responsables au bureau de l'auditeur général des finances publiques, une meilleure information des citoyens sur l'utilisation du budget permettrait également de renforcer leur compréhension et leur participation suivie des finances publiques. Au classement mondial, le Rwanda occupe la 28e place sur 82 pays évalués. Il se classe également 6e en Afrique et 2e en Afrique de l'Est. C'est donc avec cette page internationale que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal à langue française au nom de toute l'équipe technique dirigée par Karangwa Murenzi Janvier. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de programmes de la télévision rwandaise.